C'est bon, ça fonctionne. Donc, bonjour et bienvenue à la 16e édition des ANED. Donc, je me présente, je suis Elora Nat, je serai animatrice pour cette conférence qui touche au thème de la lutte contre l'analphabétisme. Donc, comme vous le savez, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis quelques années et les ANED font partie de ces rendez-vous incontournables en termes de développement durable à TBS. Donc, je vous présente Madame Odile Laurent, bénévole à l'UNICEF et présidente du comité UNICEF Midi-Pyrénées. Après une rapide présentation des missions de l'UNICEF, elle vous dressera un état des lieux de l'accès à l'éducation des enfants dans le monde en soulignant les actions menées par l'UNICEF afin d'améliorer la situation actuelle. Ensuite, elle vous parlera des dispositifs d'engagement étudiant mis en place par l'UNICEF. Donc, la conférence se déroulera en 2 temps, 45 minutes de présentation de Madame Laurent et ensuite 15 minutes de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions, soit via le chat pour les gens à distance, soit directement dans la salle. Donc, c'est à vous. Merci beaucoup, Elora, pour cette introduction. Bien, bonjour à tous. Alors, effectivement, on m'a demandé de faire une conférence sur l'analphabétisation. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est l'accès en fait à l'éducation dans le monde. Alors, pourquoi? Parce que, bien sûr, si on ne va pas à l'école, on devient inalphabète. Donc, et comme vous le verrez, c'est la mission en fait de l'UNICEF de faire en sorte que les droits des enfants soient effectifs dans l'ensemble du monde. Donc, effectivement, je vais parler d'accès à l'éducation qui est la condition, en fait, le prérequis pour apprendre à lire, à compter, donc de ne plus être inalphabète dans le monde. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais quand même vous montrer, enfin vous expliquer en quelques mots, vous rappeler, parce que je suppose que vous savez ce qu'est l'UNICEF, mais on ne connaît pas forcément très bien ses missions. Ensuite, les chiffres clés de l'éducation dans le monde, donc c'est l'accès à l'éducation que je vais vous présenter. Alors, j'ai un petit focus sur la situation de l'Afrique subsaharienne. Si on a le temps, on le fera, sinon on le sautera. Ensuite, quels sont les freins à l'éducation, les actions de l'UNICEF et après, je vous présenterai effectivement la manière dont vous pouvez nous engager à nos côtés en France et sur Toulouse, en tant qu'étudiants. Donc, l'UNICEF, alors quelles sont ses missions? Alors, je ne sais. Alors, en fait, nous sommes une agence des Nations Unies qui a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale. Donc, nous ne sommes pas une organisation non gouvernementale, comme beaucoup de personnes le pensent. Alors, c'est important de le dire, puisque nous travaillons donc de ce fait étroitement avec les États et nous sommes financés par les États, ce qui n'est pas le cas évidemment par définition des organisations non gouvernementales. Donc, vous verrez que cet aspect-là a un impact aussi. Notre mission, c'est de défendre les droits des enfants dans le monde en s'appuyant sur la Convention internationale des droits de l'enfant qui a aujourd'hui 32 ans. Donc, c'est quelque chose de très récent. C'est une convention qui a été signée pratiquement par l'ensemble des pays du monde. Je pense que ça doit être la convention la mieux signée au monde aujourd'hui. Et on a fêté, comme je vous ai dit, au mois de novembre, son 32e anniversaire. Alors, notre rôle, c'est de faire en sorte que ces droits des enfants, effectivement, soient effectifs, comme je l'ai dit, sur l'ensemble des pays du monde, et en particulier ceux qui ont signé cette Convention internationale des droits des enfants. Et ce que nous faisons, c'est on travaille bien sûr pour la survie, la protection et le développement des enfants dans le monde. Alors, notre rôle est bien sûr de travailler en priorité pour les enfants les plus défavorisés. Et une spécificité aussi, c'est que nous intervenons dans les cas d'urgence, c'est-à-dire il y a un tsunami quelque part, il y a par exemple l'explosion dans le port de Beyrouth au Liban. Nous avons des équipes sur place et nous intervenons très, très rapidement, en général dans les 48 heures qui suivent une catastrophe, quelle que soit sa nature. On est capable d'intervenir parce qu'on a effectivement une logistique qui est très, très bien organisée, avec un centre logistique qui se situe à Copenhague et qui permet effectivement d'intervenir rapidement. Alors, l'UNICEF est présent, je l'ai dit, dans environ 190 pays et territoires.
Donc, notre rôle, c'est bon, de faire de la protection de l'enfant. Donc, on intervient sur tous les domaines, hein, sur des fournitures vraiment vitales, c'est-à-dire l'accès à l'eau, de la nourriture quand les enfants sont dénutris, par exemple. Et puis, bien sûr, l'accès aux vaccins, la protection contre le paludisme, puisque c'est une des maladies, vous le savez, qui tue le plus au monde les enfants. Bon, des aliments, comme je l'ai dit, thérapeutiques quand les enfants sont dénutris. Et alors, pourquoi on est capable d'intervenir rapidement et d'avoir en fait une action de masse? C'est parce qu'effectivement, on travaille dans beaucoup de pays du monde. On peut avoir des prix très bas, donc nous permettre de pouvoir atteindre le maximum d'enfants dans le monde. C'est ça notre mission. Donc, vous le voyez à travers les chiffres hein, que vous voyez ici. Vous voyez, les chiffres sont relativement impressionnants. Vous voyez qu'il y a plusieurs millions d'enfants qui peuvent bénéficier de notre aide dans le monde. Donc, c'est quelque chose d'assez unique. Alors, comment cette action est mise en œuvre? Avec des partenariats, en s'appuyant bien sûr sur les gouvernements. Hein, c'est quelque chose d'important pour avoir effectivement des actions pérennes auprès des enfants. Il faut s'appuyer sur les États, quels qu'ils soient, pour structurer l'offre de santé, l'offre d'éducation, la manière de protéger les enfants, etc. On s'appuie bien évidemment aussi sur les organisations non gouvernementales avec lesquelles nous travaillons sur le terrain. La société civile, bien sûr, puisqu'elle elle va pouvoir être pourvoyeur de fonds en particulier, mais pas que. Elle agit aussi. Tous les bénévoles qui se situent dans l'ensemble des pays agissent, et le secteur privé aussi, qui nous donne des fonds, hein, bien sûr, au-delà des États, hein, puisque les États nous financent en tant qu'agence de l'ONU. Et ça, vous le savez certainement, hein, l'UNICEF, c'est le principal porte-parole des enfants dans le monde. Et ce qui est important, c'est la principale source de données et d'informations sur la situation des enfants dans le monde. Pourquoi? Parce que nous avons en fait des agences de terrain, enfin des bureaux de terrain partout dans le monde qui permettent de récupérer en fait les différents chiffres. On fait des enquêtes très régulièrement auprès des enfants pour avoir des éléments qui permettent de définir une stratégie d'intervention auprès des enfants en fonction des pays du monde. Donc, en France, par exemple, on fait une enquête tous les 2 ans auprès des 6-18 ans pour recueillir en fait la manière dont ils vivent leur jeunesse. Hein, puisque nous, on s'adresse effectivement aux enfants, et un enfant, c'est quoi? Je ne sais pas si vous le savez, c'est une personne entre 0 et 18 ans. Bon, il se trouve que c'est en accord avec la majorité chez nous, mais ce n'est pas un problème de majorité ou pas, c'est vraiment l'âge qui fait qu'on définit que c'est un enfant ou pas. Donc l'UNICEF France, donc l'UNICEF en France est représenté, hein, donc c'est-à-dire l'UNICEF France est accrédité par l'Agence des Nations Unies pour représenter l'UNICEF en France. Alors, le statut hein, d'UNICEF France, c'est une association. Ça pourrait être autre chose, mais aujourd'hui, c'est une association de loi de 1901. Elle est organisée comment? Alors, il y a des salariés, hein, quand même, plus de 100 salariés au siège qui ont pour mission de mettre en place les outils pour les environ 6 000 bénévoles qu'il y a sur le territoire. Alors, bon, c'est plutôt 6 000 adhérents, et les gens vraiment actifs, évidemment, vous imaginez, il y en a un petit peu moins, comme dans toutes les associations, mais la seule chose qu'on est vraiment capable, effectivement, de connaître, c'est le nombre d'adhérents avec certitude. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est qu'effectivement, on fait beaucoup de sensibilisation auprès du public pour sensibiliser à la cause des enfants en France et dans le monde. Hein, on fait les 2 aspects. Et on cherche évidemment à avoir une influence sur les politiques publiques pour rendre encore plus effectif le droit des enfants en France. Hein, voilà, c'est ça vraiment notre rôle. Donc, pour ça,
On collecte effectivement en fait, des informations, comme je vous l'ai dit, par exemple, à travers la grande consultation nationale que nous faisons. Et puis, nous collectons des fonds aussi pour eh bien, les pays les plus en difficulté, pour contribuer à nos actions de terrain dans les pays en développement, comme on le verra tout à l'heure. Voilà un petit peu ce qu'est UNICEF France. Et dans ce contexte-là, ben, vous, en tant qu'étudiants, jeunes sur le territoire, vous pouvez évidemment contribuer à notre cause en vous engageant à nos côtés. Et je reviendrai sur ce point à la fin de la présentation pour vous expliquer comment vous pouvez effectivement vous engager. Hein, voilà. Alors, bon, donc pour parler voilà, d'inalphabétisation, hein, il faut effectivement connaître quand même certains chiffres, les comprendre pour essayer d'évaluer en fait où on en est dans le monde sur ce sujet. Hein. Donc, alors déjà, effectivement, la première chose à faire, comme je l'ai dit, c'est comment les jeunes accèdent à l'éducation, puisque sans éducation, on n'apprend pas à lire et à écrire. Donc, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, hein, qui est effectivement notre socle d'intervention, puisque cette convention a été ratifiée par aujourd'hui, je pense, de tête 195 pays dans le monde, hein, à peu près, sauf les États-Unis. Alors, pourquoi? Parce que les États-Unis, en fait, autorisent toujours la peine de mort dans certains États pour des personnes de moins de 18 ans. Bon, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'aux États-Unis, l'effectivité des droits des enfants n'est pas bonne. Hein. Voilà, c'est simplement un problème purement juridique précis, hein, qui explique que effectivement les États-Unis n'ont pas ratifié cette convention. Oui? Non, alors non, puisque en fait ça marche pas État par État. Là, c'est vraiment en fait une ratification au niveau en fait fédéral, enfin voilà fédéral. Hein, donc les États-Unis, qui est l'entité qui signe hein, ces conventions au niveau des Nations Unies, ne l'a pas. Alors, elle a signé le texte, mais elle ne l'a pas ratifié juridiquement hein, pour cet aspect-là. Voilà. Donc, quelle est bon, donc la première chose à voir, hein, comme je disais, pour voir que dit en fait cette convention, puisque c'est notre base de travail, hein, notre moyen de pouvoir intervenir auprès des États hein, pour faire en sorte que effectivement le droit des enfants soit bien appliqué, et en particulier le droit à l'éducation, qui va permettre de combattre l'analphabétisation, hein, comme on l'a dit. Donc, comment est défini ce droit à l'éducation dans l'article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant? C'est tout enfant a le droit à l'éducation. C'est écrit vraiment noir sur blanc, et quand les États signent cette convention, ils s'engagent à faire en sorte que ce droit soit effectif sur leur territoire. Et l'État, alors c'est très fort, vous allez voir derrière, vous pouvez le lire, hein, a l'obligation de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit. Donc ça, c'est un levier majeur, hein, évidemment, pour lutter contre l'analphabétisation, hein, c'est évident, hein, puisque si tout enfant peut aller effectivement à l'école primaire et de façon gratuite et est obligé d'y aller, bien sûr, on va lutter de façon efficace hein, contre l'analphabétisation, bien sûr. Et ensuite, d'encourager l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire. Donc là, il n'y a pas, je dirais que c'est un peu plus souple, hein, puisque c'est ratifié par l'ensemble des pays du monde. Donc, il faut un peu de souplesse hein, au niveau du secondaire et d'assurer à tous l'accès à l'enseignement supérieur, etc. Donc, et ce qui est aussi très important, c'est de dire que la discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l'enfant. Hein. Il est aussi noté que donc, les États peuvent coopérer effectivement à cette cause, ce qui veut dire que les États, ça sous-entend hein, que les États qui sont riches peuvent aider les États plus pauvres à mettre en œuvre en fait ce droit. Voilà. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, voilà. Donc, comment a évolué cet accès en fait à l'école primaire, hein, qui est le point clé pour lutter contre l'analphabétisation hein. Bon, donc c'est depuis 50 ans,
vous voyez, il y a eu une progression très importante du nombre d'enfants qui fréquentent l'école primaire. Il y avait simplement, il faut quand même se remettre, ça fait très peu d'années finalement, hein, ça fait 70 ans donc, hein, puisque dans le début des années 60, seulement 50% des enfants dans le monde fréquentaient l'école primaire, ce qui est très peu. On est juste après-guerre et effectivement, on n'y a que 50%. En 70, vous voyez déjà l'évolution, elle est très importante, puisqu'on arrive à 72% d'enfants qui fréquentent l'école primaire. Et aujourd'hui, bon, environ, on peut considérer un peu moins de 10% hein, ne sont pas scolarisés. Donc, ces 10%, à coup sûr, ils ne sauront ni lire ni écrire. Alors, ils peuvent l'apprendre dans leur contexte, évidemment, familial et de travail, mais c'est évidemment dans les pays les plus pauvres. Donc, déjà, les parents et l'entourage ne savent ni lire ni écrire. Donc, ils n'apprendront pas hein, à lire et à écrire dans ce contexte. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Donc, quelques chiffres. Vous voyez à peu près environ un enfant sur 5 reste privé d'accès à l'éducation. Si on prend en compte les enfants qui sont qui pourraient rentrer en fait dans l'enseignement préscolaire, c'est-à-dire avant l'école primaire, d'accord, hein, avant les 6 ans. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près, et on prend les enfants qui rentrent aussi à partir chez nous des classes préparatoires, des classes du CP. Donc, on retrouve environ dans le monde un enfant sur 5 hein, qui reste privé d'accès à l'éducation, grosso modo. Hein. Alors, pourquoi on intègre ces éléments de préscolarité dans nos chiffres ? C'est parce que, vous le verrez tout à l'heure, je vais y revenir, c'est un élément clé pour que l'enfant se scolarise bien et apprenne correctement les bases élémentaires de l'écriture et de la lecture. Hein, voilà, donc on va y revenir un petit peu après. Et alors, en dehors du fait que, vous le voyez, à peu près un enfant sur 5 reste privé d'accès à l'éducation hein, dans le monde, et puisque vous voyez bien sûr, hein, qu'il est important de le voir, c'est que aujourd'hui, dans les pays les plus pauvres, 40% des enfants ne terminent pas le cycle d'enseignement primaire. Donc, ça veut dire que même s'ils accèdent effectivement à l'enseignement primaire, ils ne vont pas aller très loin et on peut imaginer qu'ils sauront mal lire et mal écrire. Hein. Donc, si on regarde la qualité en fait de ce que les enfants apprennent à l'école, puisque c'est ça qui est important hein, pour que les enfants puissent bien lire et écrire et se débrouiller en âge adulte et effectivement avoir derrière être insérés dans le monde du travail, on se rend compte que vous voyez, c'est quand même considérable encore. Il y a plus de 700 millions à peu près hein, d'enfants qui n'atteignent pas les niveaux de compétences minimum requis en lecture et en mathématiques dans le monde. Donc, c'est considérable. Donc, il y a beaucoup encore à faire sur le sujet. Alors, je ne sais pas si vous aviez un petit peu quelques idées comme ça dans des chiffres. Est-ce que vous aviez une petite idée? Non, pas trop, parce que c'est vrai que c'est compliqué de le savoir, mais en fait, en termes de ratio, vous voyez, c'est quand même important. Hein. Alors, quels sont, comme je l'ai dit avant, l'accès à l'école, le primaire va effectivement permettre à l'enfant de pouvoir lire et écrire, mais la condition pour que cet apprentissage se fasse dans de bonnes conditions, c'est qu'il ait accès en fait à la préscolarité. La préscolarité est considérée comme quelque chose de vraiment fondamental, hein, parce qu'elle est vraiment la base de l'apprentissage. Alors, vous le savez, nous, en France, depuis peu, hein, les enfants, l'école est obligatoire à partir de 3 ans, hein, vous le savez. Elle a été obligatoire à partir de 6 ans, hein, depuis de longues années. Et là, elle est devenue obligatoire très récemment à partir de 3 ans. C'est-à-dire qu'on a intégré cette éducation préscolaire, c'est obligatoire en France. Hein, voilà. Dans les pays, effectivement, qui sont pauvres, vous le voyez, et ces enfants n'accèdent pas à cette préscolarité, ce qui va véritablement les pénaliser ensuite, comme je l'ai dit, pour l'accès à l'école primaire.
Alors, ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'au-delà de la pauvreté, et bien sûr c'est lié, hein, c'est le niveau d'éducation des mères qui est déterminante aussi pour l'accès à la préscolarité de l'enfant, donc à l'intégration de l'enfant dans l'accès à l'éducation. Donc ça, c'est quelque chose de majeur. C'est la raison pour laquelle bien l'UNICEF et pas que, hein, beaucoup d'autres organismes, bien sûr, sont particulièrement attentifs à l'éducation des filles, puisque l'éducation des filles, c'est un degré majeur pour faire évoluer en fait le niveau d'éducation des enfants dans le monde. Voilà. Et puis, évidemment, le lieu où on habite est important, bien évidemment. Si on se retrouve en zone rurale, dans les pays pauvres, on ne va pas avoir accès en préscolarité, ni en scolarité d'ailleurs, à partir de l'école primaire, puisque ça va être très compliqué, effectivement, d'aller à l'école. Hein, voilà. Donc, vous voyez, si on regarde vraiment ce qui se passe vraiment dans le monde, ben, il y a la moitié des enfants qui n'ont pas accès à cette préscolarité. Donc, c'est très, très important. Voilà. Alors, bien sûr, en termes d'inégalité d'accès à l'éducation, hein, vous le savez, bien sûr, le handicap est un élément qui fait que l'accès à l'éducation se fait moins bien. Et vous voyez, dans les pays en développement, seul un enfant handicapé sur 2 est scolarisé. Donc, c'est effectivement très préoccupant. Vous le voyez aussi, mais ça, vous le savez, je suppose. Inégalité entre les filles et les garçons, hein, qui est vraiment très importante. Et là, vous retrouvez un petit schéma sur les niveaux d'instruction des adolescents du quintile le plus pauvre, c'est-à-dire entre 10 et 19 ans. Hein, voilà. Ça donne un petit peu quelques éléments. Et là, on voit bien que les filles sont quand même discriminées sur ce domaine, hein, c'est clair, hein, vous le voyez. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez quand, en fait, vous arrivez à le lire, oui. Donc, évidemment, plus on s'en va dans le niveau de scolarité, c'est-à-dire plus on monte, hein, on va là, c'est le 10-19 ans, donc bien sûr, on est dans le secondaire déjà. Hein, eh bien, vous voyez, la scolarité, évidemment, descend fortement, hein, dans les pays les plus pauvres. Hein, on le voit. Donc, ça aussi, bien évidemment, on voit que eh bien, la pauvreté, hein, est un élément clé qui entrave l'accès à l'éducation. Alors, ce qu'a fait l'UNICEF, c'est que il y a une projection sur 2030, hein, pour définir en fait la politique, hein, d'accès à l'éducation dans le monde, avec bien sûr les différents États, hein, les différents voilà. Donc cette politique se fait, bon, comme je l'ai dit, basée sur ces chiffres. C'est pour ça que on a cet état des lieux qui est relativement complet et détaillé. Hein. Alors comme on le voit, ce qui est frappant, c'est de se rendre compte qu'effectivement, eh bien, d'ici à 2030, hein, bien les personnes les plus démunies vivront dans des contextes fragiles ou de conflits. Hein, 80% de ces personnes-là vivront dans ce cadre. Plus impressionnant encore, c'est 63% des enfants dans le monde vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires de la tranche inférieure. Donc, vous voyez, c'est considérable. Donc, c'est vraiment sur ces pays-là qu'il faut porter toute l'attention, bien sûr. Donc, quels sont les facteurs qui font que, eh bien, si on n'actionne pas un certain nombre de leviers, il y aura encore énormément d'enfants dans le monde qui n'arriveront pas à accéder correctement à l'éducation, hein. Donc, et surtout à ne pas avoir les compétences requises les plus élémentaires.
Hein, ça, c'est ce qu'il y a de vraiment très important, au-delà de l'accès, comme je le répète, hein, à l'éducation, c'est de savoir si effectivement ils ont acquis les notions élémentaires, hein, qui vont leur permettre, eh bien, justement, de pouvoir lire, écrire correctement et s'insérer dans le monde économique derrière et faire progresser leur pays, de fait. Hein. C'est bien ça dont il s'agit. Donc, vous voyez le petit schéma, alors là, avec la réunion Zoom, vous ne voyez pas forcément tout, mais vous voyez qu'il y a trois éléments majeurs, hein, qui permettent de comprendre pourquoi il est compliqué pour un État de mettre en œuvre en fait, une politique d'accès à l'éducation. C'est premièrement, évidemment, les revenus, hein, les revenus de ces pays, bien évidemment, la part du pays qui est consacrée en fait, à l'éducation et la population, hein, qu'on doit servir avec ce budget. Et là, on se rend compte que bien, tous les clignotants, je dirais, sont rouges, hein, pour les pays pauvres, puisque bien sûr, le PIB par habitant est très faible. On a peu en fait, de budget consacré à l'éducation et on a une forte population puisqu'il y a une forte natalité dans ces pays. Donc, tout concourt à faire que eh bien, l'accès à l'éducation ne se fera pas correctement dans le monde. Et vous voyez, je ne vais pas revenir sur les chiffres, vous les avez en fait, qui sont affichés en voix. Vous voyez, ils sont considérables puisqu'on parle en milliards d'enfants. Voilà. Donc là, je pense, bon, si vous voulez, est-ce que ça vous intéresse? Sinon, je peux dire deux mots peut-être, parce que j'ai un petit peu de temps, sur quelque chose qui est particulier. Vous en avez entendu parler, sans doute. C'est la situation d'éducation dans certains pays précis, hein, que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Alors, pourquoi? Parce qu'ils sont en situation de guerre, hein, depuis un certain temps, et les enfants, effectivement, n'ont pas accès à l'école. Donc là, dans ces différents pays, vous le voyez là, hein, qui se trouvent coincés entre l'Algérie, le Niger, le Ghana, le Bénin, etc. Enfin, toute cette partie, hein, eh bien, il y a beaucoup d'écoles, hein, qui ont été effectivement fermées. Donc, pas d'école, pas d'accès à l'éducation, pas d'alphabétisation derrière, évidemment, hein, puisque ces pays sont perpétuellement en guerre. Donc, vous le voyez, c'est impressionnant. L'ensemble de ces pays ont eu leurs écoles véritablement attaquées par par des factions armées et les enfants terrorisés, en fait, ont été privés d'école. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, l'UNICEF intervient, même bien évidemment dans ce cadre-là, hein, j'insiste, c'est-à-dire que c'est vraiment sa mission d'intervenir dans les situations les plus complexes, parce que même dans ces pays-là qui sont en situation très fragile, puisqu'ils sont en guerre avec des États qui fonctionnent, vous le savez, ne fonctionnent vraiment pas plus, finalement, même, ou mal, voilà. L'UNICEF est présent. Hein, donc, vous voyez un petit peu, bien sûr, les traumatismes que ça engendre sur les enfants à travers ce petit témoignage et le fait que bien, des jeunes qui étaient normalement scolarisés ne le sont plus. Hein, donc, vont se retrouver dans les chiffres, hein, de ces enfants qui n'ont pas acquis finalement les compétences élémentaires, hein, ensuite, alors qu'ils auraient pu l'avoir dans des conditions parfaitement normales. Donc, ce que fait l'UNICEF, c'est qu'elle va sécuriser en fait les écoles, hein, pour éviter que les factions armées aillent effectivement attaquer ces écoles. Mais alors, ce qui se passe, bon là, je ne vais pas vous passer le film parce qu'on n'a pas le temps, mais ces écoles deviennent finalement un refuge même pour toute la population. Donc, ces écoles ne servent plus vraiment à l'enseignement, alors même si, bien sûr, on continue aussi à enseigner, on essaye d'enseigner, ça devient le refuge pour la population. Hein, voilà. Donc, la première chose à faire, c'est bien sûr de protéger les écoles. Hein, et et puis surtout, comme ça a été dit, le fait que les filles soient scolarisées,
puisqu'elles deviennent mères, elles vont permettre d'apprendre à leurs enfants un certain nombre de règles, de valeurs, et bien, ça va améliorer le contexte entre les gens en général. Et donc, c'est pour ça que nous mettons une force importante sur l'éducation des filles. Ce que nous faisons aussi, c'est que ces populations déplacées, on essaye bien sûr de continuer à mettre des écoles en activité. On recrée en fait des écoles là où les personnes sont déplacées pour que ces enfants continuent à aller à l'école. Hein, voilà. Et bien sûr, plus vous le savez, plus les personnes sont éduquées, moins on va vers des conflits armés, plus on va permettre de pacifier le pays. Donc, c'est vraiment fondamental, hein, cet accès à l'éducation. Et puis, voilà, on doit effectivement aller au plus près des populations, quel que soit leur lieu et quel que soit leur statut, qu'ils soient réfugiés, migrants ou déplacés. Hein. Voilà un petit peu ce que l'UNICEF fait dans ces zones très, très compliquées, mais on est quand même présent. Donc, bon, voilà, je tenais aussi un petit peu à le dire, parce que c'est vrai que ces enfants-là sont privés de tout, et y compris d'accès à l'éducation. Alors maintenant, je vais un petit peu parler, alors on l'a déjà vu, on va retrouver bien sûr des éléments qui sont basés sur les chiffres que vous avez vus précédemment, mais un petit peu voir ensemble quels sont les freins d'accès à l'éducation et quelles sont les politiques à mettre en œuvre, hein, pour lever ces freins derrière. Donc, on l'a vu, vous l'avez vu, le premier élément qui fait que les jeunes n'ont pas accès à l'éducation, les enfants n'ont pas accès à l'éducation, et même l'école primaire, donc comme on l'a vu, c'est la pauvreté. Hein. Alors la pauvreté, c'est aussi bien sûr la pauvreté, le peu de moyens que met les États, on l'a vu, hein, bon, et puis aussi la pauvreté ensuite de certaines familles, puisque, alors bien sûr, souvent ça va de pair, hein, mais il peut y avoir dans certains pays qui ont des faibles revenus, ou globalement des familles quand même qui ont les moyens. Mais là, ces familles qui sont pauvres, eh bien, souvent, l'éducation à partir d'un certain niveau va être payante. D'accord ? Et donc, les enfants ne vont pas pouvoir aller à l'école. Donc ça, c'est aussi un élément. Et bien sûr, dans le cadre global, un pays pauvre, hein, a du mal, évidemment, à mettre en place une éducation gratuite et de qualité, surtout pour l'ensemble en fait, des enfants en âge d'être scolarisés. Hein, et donc, la pauvreté, c'est l'élément clé, hein, qu'il faut combattre pour permettre à tous les enfants d'aller à l'école et de ne plus être inalphabètes, hein, voilà, ou de ne pas devenir des adultes inalphabètes. Donc, autre élément très important, on l'a vu avec ce que je viens de montrer là, au niveau des pays d'Afrique, hein, qui sont particulièrement bousculés aujourd'hui, c'est le manque de sécurité. Les enfants, quand ils vont à l'école, ils doivent être en sécurité, sinon ils ne vont pas à l'école. Les familles ont peur et ne les envoient pas à l'école, même s'il y a une école qui peut être relativement proche de leur lieu d'habitation. Mais souvent, dans ces pays effectivement en développement, l'école n'est pas très proche du lieu d'habitation parce que les habitations sont assez distantes, hein, les unes des autres. Donc, l'enfant doit faire souvent plusieurs kilomètres, hein, pour aller à l'école. Et le fait de faire ces marches, de marcher, puisque en général, il n'y a pas trop d'autres moyens, ils s'en vont à pied à l'école. Et si les familles ont peur, ils ne les envoient plus à l'école. Donc, élément aussi majeur, c'est de faire en sorte que la sécurité en fait, des enfants soit assurée. Hein, voilà. Ensuite, alors, autre point majeur aussi, c'est vous le savez, beaucoup d'enfants travaillent encore dans le monde. Et quand un enfant travaille dans le monde, il a du mal à aller à l'école. Alors, ce que fait l'UNICEF, c'est que ces revenus pour les enfants qui travaillent
sont vraiment des revenus indispensables pour la famille. Donc, on sait très bien que de toute façon, les enfants iront travailler. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se rapproche du lieu de travail des enfants et on implante en fait des écoles ou des lieux pour leur apprendre à lire et à écrire, mais sur leur lieu de travail, en travaillant avec évidemment les employeurs et pour faire en sorte qu'il y ait une partie de la journée où ils puissent être à l'école. Donc, c'est vraiment un élément majeur. On a tendance à penser qu'il faut absolument éradiquer au plus vite le travail des enfants. Bien évidemment, c'est un objectif, hein, et le travail des enfants est interdit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, hein, jusqu'à 15 ans. Mais on a souvent c'est excessivement compliqué effectivement à mettre en œuvre rapidement, hein, dans certains pays, compte tenu de la situation précaire des familles. Donc l'idée, c'est aller au plus près des enfants, c'est toujours la même idée, aller au plus près des familles pour protéger ces enfants, pour leur donner accès aux moyens majeurs pour assurer leur survie et leur éducation. Donc, on va là où les enfants travaillent. Alors, je ne sais pas si ça, vous en aviez une petite idée ou pas, mais parce qu'on a souvent tendance effectivement à dire qu'il faut éradiquer, et tant que le travail des enfants ne sera pas éradiqué, eh bien à ce moment-là, les enfants n'auront pas accès à l'éducation. Or voilà, je pense qu'on a une période intermédiaire dans laquelle on peut quand même aider ces enfants à acquérir un minimum de compétences, hein, pour le futur. Donc, ça, très important, le travail des enfants. Bien sûr, on combat, hein, bien évidemment, hein, puisque l'UNICEF combat, hein, le travail des enfants et plaide pour éradiquer le travail des enfants dans le monde, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ensuite, autres éléments majeurs, ce sont bien sûr, on l'a vu, les conflits, hein, à travers les exemples que j'ai pu donner là sur les pays d'Afrique. Et les catastrophes naturelles, vous le savez, hein, vous avez eu hier, je crois, plusieurs conférences sur le développement durable. Bon, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, ou du moins elles sont de plus en plus médiatisées, et de plus en plus, on dit, violentes. Bon, voilà. Donc, ça aussi, dès qu'il va y avoir en fait une catastrophe naturelle qui arrive, eh bien, les populations vont être déplacées, hein. Les écoles, souvent, sont détruites. Hein, on va prendre le cas du port de Beyrouth, par exemple. Bon, vous avez vu, hein, une très grande partie des écoles, par exemple, ont été détruites. Hein, et donc, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Donc, la première chose que nous faisons, c'est évidemment reconstruire. L'objectif, bien sûr, c'est de reconstruire des écoles, mais on construit quand ça dépend évidemment du lieu, hein, mais on fait aussi des écoles qui se font en plein air, par exemple, et on a des systèmes qu'on appelle l'école en boîte, par exemple, des choses relativement simples, où on a tous les éléments nécessaires pour faire la classe en primaire. Et donc, on assure de ce fait, avec un maître, s'il y en a toujours un, bien sûr, hein, s'il y a un instituteur, la possibilité de donner les fournitures essentielles pour d'assurer la continuité éducative en fait, de ces enfants. Quand il y a une catastrophe naturelle, et puis bien sûr, on se déplace là où les populations se déplacent, hein, et après, on met en œuvre les moyens pour reconstruire les écoles et pour refaire des classes, hein, aussi avec les enseignants derrière. Alors, autre élément majeur, vous l'avez vu, il y a de fortes discriminations quand même, et en particulier vis-à-vis des filles, hein, dans certains pays. Les filles, elles sont particulièrement discriminées. Alors pourquoi, hein, pourquoi en fait il y a une sous-scolarisation des filles dans le monde globalement? Alors je ne sais pas si vous en avez, bon je suppose que vous en avez une petite idée, j'imagine. Donc
Voilà, donc premièrement, les filles dans ces pays en fait en développement, particulièrement d'Afrique, si on regarde la carte, eh bien, les filles sont chargées des corvées d'eau. Et les corvées d'eau peuvent prendre jusqu'à 8 heures par jour dans certains cas extrêmes, en allant chercher avec des bidons, avec bon, des fois, ça peut être avec des chameaux, des dromadaires. Bon, voilà. Ils vont chercher effectivement l'eau. Alors ça, c'est l'extrême, bien sûr, ce que je dis, 8 heures. Mais ça prend de toute façon souvent plusieurs heures à partir du moment où il n'y a pas de puits, en fait, dans le village, dans l'endroit où ces personnes habitent. Donc, les corvées d'eau, c'est quelque chose qui est un frein considérable à la scolarisation des filles. Ensuite, il y a un autre élément auquel on ne pense pas, alors parce que les corvées d'eau, c'est vrai, on voit souvent les femmes avec leur bidon sur la tête, ou voilà, on a un petit peu cette image en tête. Mais on ne pense pas du tout aussi à l'intimité des filles dans le milieu scolaire. Donc, le manque de toilettes est un élément important. Dans les écoles, il n'y a pas forcément de toilettes, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, mais en fait, il n'y a souvent pas de… voilà, donc cet aspect-là fait que eh bien, les parents ne veulent pas que leurs filles aillent à l'école. Et donc, voilà, il faut mettre en œuvre un certain nombre de choses pour qu'effectivement, on puisse construire des toilettes dans les écoles. C'est un point important auquel je vous dis, on ne pense pas forcément. Et puis, il y a une violence aussi importante dans les écoles envers les filles, dans certaines zones. Donc, voilà, réticence évidemment des filles elles-mêmes et des familles pour envoyer les filles à l'école. Donc, il faut aussi lutter contre ces violences dans les écoles. Donc, ça aussi, c'est une mission que l'UNICEF, évidemment, assure avec ses partenaires. Autre élément, dans les pays pauvres, évidemment, les tâches ménagères et agricoles sont principalement menées par les femmes. Donc, quand les femmes vont au champ, quand elles font les tâches ménagères, eh bien, elles ne peuvent pas aller à l'école. On est d'accord. Donc, voilà. Donc, c'est un élément aussi majeur qui fait que les filles sont sous-scolarisées par rapport aux garçons. Autre élément, les mariages précoces, vous le savez, en dessous de 18 ans, beaucoup de filles sont mariées encore. C'est une tradition dans un certain nombre de pays. Les familles considèrent au contraire que c'est une opportunité pour leurs filles de se marier de façon précoce. Mais bien sûr, c'est la pauvreté qui fait que les familles considèrent qu'il y a une bouche à nourrir de moins. Donc, on va donc les marier. Et donc là, c'est aussi une cause, bien sûr, très importante que l'UNICEF promeut, c'est-à-dire bien sûr lutter contre les mariages précoces, parce qu'effectivement, qui dit mariage précoce dit grossesse précoce, la majorité du temps. Donc, à partir du moment où on a un enfant, c'est très compliqué effectivement d'aller à l'école et d'être scolarisé. Ou même quand on tient effectivement un ménage, au-delà des tâches ménagères et agricoles qu'on peut faire chez soi, quand on tient un ménage, eh bien, ces filles-là deviennent privées du jour au lendemain d'éducation. Donc derrière, eh bien, pour un certain nombre d'entre elles, effectivement, n'accèdent pas aux compétences minimales et certaines sont inalphabètes de ce fait. Est-ce que vous avez des questions sur ce genre là-dessus? Non, c'est bon? OK. Alors maintenant, je vais, si vous n'avez pas de questions, je vais vous parler un petit peu du financement et de la manière dont l'UNICEF met en œuvre les moyens pour promouvoir l'éducation dans le monde.
Donc là, vous voyez quel est le schéma en fait conceptuel qui favorise l'accès à l'éducation. Et l'UNICEF va plaider auprès des États pour que bien, les moyens soient mis en œuvre au sein des États qui ont ratifié la Convention, hein, pour que le système éducatif arrive à être de bonne qualité et que la population accède à des compétences aussi d'un bon niveau, hein, ou d'un niveau correspondant au niveau de qualification attendu. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez, hein, bien sûr. Donc, vous avez toute une partie qui est en fait la partie qui est en bas, hein, assurer la protection de l'enfant, puisque sans protection, l'enfant va avoir du mal à apprendre, bien sûr. Donc, on va lui donner un cadre favorable pour son apprentissage et pour tout simplement, évidemment, sa manière de sa vie, hein, simplement. Donc, dans la Convention internationale de droits de l'enfant, il y a tout un chapitre sur le droit à la protection. Hein. Donc, c'est ce premier volet que vous voyez ici, avoir un foyer, une communauté, hein, dans lesquels l'enfant peut se développer de façon harmonieuse. Donc, vous le voyez, il y a un environnement familial adapté, faire en sorte que les parents, hein, soient aussi partie prenante de l'accès à l'éducation, c'est-à-dire leur expliquer pourquoi il est important que leur enfant aille à l'école, hein, et en particulier les filles, et n'abandonnent pas la scolarisation au milieu de l'école primaire, parce que ça, c'est très important. C'est au-delà de l'accès, bien évidemment, il y a le fait qu'ils restent scolarisés, ces enfants, hein, ce qui va permettre derrière qu'ils acquièrent un certain nombre de compétences. S'ils partent au milieu, évidemment, s'ils partent, je ne sais pas moi, au CM1, ils ne vont pas avoir acquis grand-chose, même si on peut considérer que là, ils auront peut-être quand même appris à lire, mais ça s'oublie, hein, ensuite derrière. Donc, si on n'assure pas un suivi et une scolarisation dans le temps, eh bien, ces enfants-là risquent de devenir aussi des adultes inalphabètes, en fait. Hein, voilà. Donc, l'important, c'est d'avoir en fait toute cette bulle de protection, je dirais, autour de l'enfant, cet écosystème qui va permettre de convaincre à la fois les familles, la communauté dans laquelle vit la famille, pour qu'il y ait un environnement propice à l'accès à l'éducation. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors bien sûr, dans nos pays, ça semble une évidence. Dans les pays en développement, ce n'est absolument pas le cas, bien sûr. Hein. Donc il y a tout un travail qui est fait auprès des populations, hein, comme je le disais, pour expliquer pourquoi il est important que l'enfant aille à l'école. Ensuite, il y a toute une partie qui est ce que là, voilà, hein, on est ici dans une belle salle de classe. Eh bien, il y a toute la partie qui est évidemment matérielle, je dirais au sens large, hein, et que ce soit à l'école ou même à l'extérieur de l'école, puisque vous savez que évidemment, on apprend aussi, on acquiert des compétences en dehors de l'école. Hein, en faisant, dans notre cas, tout ce qu'on appelle les activités, par exemple, périscolaires. Donc là, c'est la même chose, c'est avoir à la fois du matériel propice à l'apprentissage, mais aussi, bien sûr, des enseignants qui soient bien formés pour que l'enseignement soit de qualité et que les jeunes aient les compétences requises à la sortie de leur scolarité. Et puis, tout à fait en haut, on a tout un système, c'est le système global, hein, qui revient vraiment complètement, normalement, aux États, hein, qui est de gérer toute la gouvernance des établissements scolaires, toute la structure scolaire, etc. Donc, typiquement, nous, on a un ministère de l'Éducation nationale. Bien voilà, hein, globalement, on voit à travers
tous les éléments qui sont notés sur la partie système, on retrouve ces missions, hein, grosso modo. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que pousser les États à mettre en œuvre ces systèmes. Voilà, des questions sur ce système bon, qui est assez classique de fait hein, dans nos pays développés, mais qui n'existe pas réellement dans les autres pays. Donc là, si on regarde le financement en fait de l'UNICEF, pour aider hein, les pays en développement en ce qui concerne l'accès à l'éducation, on se rend compte que, ben, vous voyez, 70% à peu près hein, du financement se fait pour les pays d'Afrique, grosso modo. Hein, on est à peu près à 70%. Et ensuite, bon, ben, quelques petits... on a des financements quand même en Asie du Sud aussi, hein, qui sont non négligeables malgré tout, vous voyez. Et puis, ensuite, le reste, bon, c'est l'Europe et l'Asie centrale. Donc, on revient toujours à l'Asie du Sud, l'Asie centrale, principalement aussi après dans l'autre zone hein, dans laquelle que nous finançons. Et bon, ben, vous voyez bien sûr que l'Europe ici, enfin les pays développés en règle générale, bien évidemment, ne sont pas financés. Hein. Et ce qui est important à voir aussi, c'est que la moitié des dépenses de l'UNICEF en matière d'éducation eh bien, sont concentrées sur 8 pays, hein, à peu près, grosso modo, et environ 40% sont dédiés à 5 pays qui sont touchés par la crise syrienne. Donc, on voit bien que c'est quand même relativement localisé dans le monde, notre intervention, parce que c'est là que le besoin, qu'il y a un besoin bon, majeur hein, dans ce domaine. Alors, les actions maintenant. On va revenir un petit peu aux actions de l'UNICEF. Donc, vous le voyez ici, on se rend compte que en termes de matériel, on arrive à fournir bien sûr une éducation quand même dans les situations d'urgence. Hein. Vous voyez, les chiffres sont quand même importants, ça se compte en millions. Donc, c'est là qu'on voit qu'on a effectivement des actions de masse, hein, contrairement à d'autres organisations, hein, puisque c'est notre mission en fait. Ensuite, on fournit du matériel pédagogique, évidemment, de façon encore plus large que dans les situations d'urgence, bien évidemment, hein, puisqu'on va aussi fournir du matériel pédagogique dans les pays pauvres, finalement. Et puis, on voit, vous voyez, on forme aussi un grand nombre d'enseignants et on donne aussi on va contribuer à mettre en place des salles de classe. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, on a des mécanismes de l'école en boîte qui nous permettent d'intervenir dans les situations d'urgence. Hein. Vous le voyez, une boîte dans laquelle on va retrouver, en fait, en fonction de l'âge de l'enfant, les éléments pour pouvoir faire la classe, hein, et puis qu'ils puissent jouer aussi, hein, puisque c'est un élément majeur, hein, la capacité de laisser à l'enfant la possibilité de jouer. On fait du matériel scolaire, la formation des enseignants et on dispense de l'enseignement aussi dans le cas de situations d'urgence. Alors là, on intervient donc en particulier pour améliorer la scolarisation des filles, hein. Donc les toilettes dans les écoles, que ce soit aussi bien les garçons que les filles, mais plus spécifiquement pour les filles. On va fournir du matériel d'accès à l'eau dans les écoles, ce qui va permettre aussi en fait aux filles de pouvoir ramener de l'eau quand elles vont à l'école. Hein, donc elles vont pouvoir à la fois ramener de l'eau à la maison et à la fois aller à l'école. Et puis bien sûr pour des raisons d'hygiène, on fournit cet accès à l'eau. On fait beaucoup de puits au plus près des populations pour que ces corvées d'eau deviennent les plus courtes possibles. Et bien sûr, quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas aller à l'école. Donc, pour assurer la survie de l'enfant, eh bien, on a toute une panoplie effectivement d'actions, en particulier des actions de masse sur la vaccination et des actions sur la dénutrition, hein, pour permettre ensuite à l'enfant de se développer,
ne pas perdre ses capacités intellectuelles et pouvoir accéder à l'éducation. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais maintenant vous passer un petit film très rapidement. Alors, Escape, c'était bien ça. Hop. Ensuite, très rapidement, qui va vous simplement voilà, vous donner quelques éléments. Regardez de près. De très près. Droit dans les yeux de l'enfant. Voyez leur espoir. Et le nôtre aussi. Qui que ce soit, où qu'il habite, chaque enfant mérite une enfance. C'est pour cela que l'UNICEF est là, pour les enfants du monde entier. Jour après jour, dans 190 pays et territoires, atteindre les enfants les plus difficiles à atteindre, les enfants les plus éloignés du bien supérieur. C'est pour cela que nous restons jusqu'au bout et n'abandonnons jamais. Soyez à nos côtés. Stand with us. Stand with us. Stand with us. Pour chaque enfant. Donc, justement, là, je vais faire la transition avec ce que vous pouvez faire, hein, ce à quoi vous pouvez contribuer. Si non, voilà. Ça. On verra ça après. Et puis, donc, on est, comme vous l'avez vu, donc, sur l'ensemble du territoire national, on est organisé en fait par département. Donc, il y a un comité, ce qu'on appelle un comité sur la Haute-Garonne, hein, dans lequel n'importe quel adhérent effectivement peut s'intégrer, et notamment les étudiants. Donc, les étudiants peuvent contribuer à notre mission. Donc, comme vous l'avez vu, qui était au nombre de 3 sur notre territoire, faire de la collecte de fonds pour contribuer à nos actions de terrain dans l'ensemble des pays du monde, dans ces 190 pays là, qui viennent de vous être présentés. Contribuer à influer sur les politiques publiques, hein, puisque bon, vous avez, alors ça dépend des étudiants, mais par exemple des étudiants de droit, ou même vous, hein, peuvent nous aider en fait à plaider la cause des enfants auprès des institutions, que ce soit au niveau national ou territorial. Donc ça, c'est une autre des missions. Et une autre grande mission, c'est la sensibilisation en fait du public, de tous les publics, hein, c'est-à-dire vos pairs, c'est-à-dire que si un étudiant s'engage, il va expliquer ce que c'est que effectivement le droit des enfants, la Convention internationale des droits des enfants, et de ce fait, en particulier, va pouvoir faire progresser l'accès à l'éducation et réduire l'inalphabétisation dans le monde. Hein, voilà. Donc, vous pouvez contribuer à ces 3 grandes causes en vous engageant à nos côtés. Alors, il y a en plus une antenne, en fait, UNICEF, c'est-à-dire une sorte, je dirais, c'est presque comme un club, hein, mais, qui est rattaché effectivement à la délégation de la Haute-Garonne, mais qui offre en fait un cadre très intéressant pour les étudiants, c'est-à-dire que c'est bon, voilà, un groupe dans lequel ils vont être très autonomes pour monter leurs projets. Hein. Donc, les étudiants ont une très grande autonomie, hein, de gestion dans le cadre de ces antennes. Et l'intérêt d'avoir une antenne, c'est que derrière, eh bien, vous pouvez avoir du matériel, enfin un environnement qui peut vous être donné par votre établissement d'enseignement supérieur.
Donc, il y a une antenne qui est en cours en fait, de création sur TBS. Cette antenne passe par la création, enfin par la signature d'une convention entre l'UNICEF, France et l'établissement d'enseignement supérieur, dans votre cas TBS. Donc, on est en cours de signature, voilà. Donc, sachez-le. Donc, vous pourrez, quand cette convention sera signée, bien rejoindre cette antenne. Comment ça se passe? C'est classique. Il y a un responsable d'antenne, et puis après, eh bien, il y a une structuration souvent en projet qui est faite par les étudiants, mais c'est relativement libre à ce niveau-là. Donc, je vais vous passer juste un dernier petit film avant justement sur l'engagement des jeunes, avant de passer aux questions, puisque là, on va être dans l'horaire. Donc, alors... Excusez-moi, en fait, ça va finir à 15 normalement. Ah, on n'aura pas eu le temps de passer le film. Ah, ben d'accord. Bon, ben c'est bon. Bah, du coup, si vous avez des questions... Pas de questions? Comment? Oui? Vous avez mesuré l'impact qu'il y a eu et encore la crise sanitaire sur l'éducation? Oui, alors là, effectivement, j'ai pas fait alors je vous dirai pas les chiffres complètement en tête, mais effectivement, il y a tout un rapport sur l'impact de la crise sanitaire sur l'accès à l'éducation dans le monde. Oui, bien sûr, on l'a évalué. Voilà, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous donner éventuellement des références, enfin quelques éléments sur le sujet puisqu'on en a. Mais c'est vrai que je n'ai pas les chiffres exactement en tête. Oui? Alors, en France, de fait, il n'y a pas réellement d'inalphabétisation, puisque tous les enfants donc, sont préscolarisés et doivent aller à l'école. De toute façon, l'école est obligatoire. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, des personnes arrivant sur le territoire, elles peuvent être inalphabètes, c'est vrai, voilà. Et là, elles sont prises en charge par des missions, enfin, par des associations spécifiques ou voilà, des dispositifs spécifiques. Alors, ce qui se passe en France, vous savez, c'est des personnes qui ont appris effectivement à lire et à écrire, mais qui ne savent pas très bien lire et écrire. Donc, ça, il y a un certain nombre, effectivement, de personnes qui se trouvent dans cette situation. Mais en termes d'inalphabétisation, le fait, compte tenu de notre système éducatif, et bon, voilà, on en a parlé. Ok. Du coup, on a terminé. Bon, voilà, d'accord, parfait. Merci, Madame Laurent, pour votre présentation et merci à vous d'être venue.